Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité socio-politique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la loi électorale guinéenne en examen à l'Assemblée nationale. Vous le savez, les autorités guinéennes ont émis le souhait de modifier la loi électorale afin de l'adapter à la nouvelle constitution du 22 mars 2020, un projet soutenu par la mouvance présidentielle et ses alliés, tandis que ce projet est rejeté par l'opposition guinéenne. Pour en parler, nous avons comme invité Monsieur Francis Haba. Il est le président de l'UGDD, Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Monsieur Haba, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme annoncé, l'actualité reste dominée en Guinée par ce souhait de la majorité présidentielle, c'est-à-dire modifier la loi électorale pour la faire adapter à la nouvelle constitution. Vous êtes président d'un parti politique. Quel est votre avis là-dessus? Il faut d'abord dire que notre Assemblée nationale qui a été imposée au peuple de Guinée n'a normalement pas qualité de réviser une loi organique. Et compte tenu des conditions d'élection de cette Assemblée, et les députés qui y sont ont pratiquement été, dans la grande majorité des cas, nommés par décret présidentiel. Alors, outre cela, et la revue de la loi électorale est une bonne chose en soi, étant donné qu'il y a effectivement plusieurs zones d'ombre et plusieurs choses qu'il veuille revoir. La première chose que je pense que c'est normal qu'on puisse revoir dans cette loi électorale, c'est de donner la possibilité à tous les assesseurs au sein des bureaux de recensement, ça concerne l'enrôlement des électeurs, puisqu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de mineurs. Donc si la possibilité est donnée, n'est-ce pas, aux assesseurs, aux représentants de partis politiques qui sont dans les bureaux de vote, de contester les mineurs qui viennent se faire enrôler, je pense que nous allons freiner à partir de là la première fraude, la première façon de frauder les élections. Donc nous allons donner donc la possibilité à ces assesseurs-là de dire que non, celui-là est mineur et de porter ça à la connaissance de tous. Donc c'est la première réforme pour moi qui va être importante. Oui. La deuxième réforme, c'est la composition même de la CENI. Aujourd'hui, la CENI est à la fois politique et on permet aussi à la société civile d'y envoyer des représentants. Cela pose un problème majeur. Pour moi, si la CENI doit être politique, elle doit être uniquement composée de représentants de partis politiques et d'un représentant de l'administration du territoire. Pour moi, donc, cela permettra de ne pas envoyer des militants déguisés du parti au pouvoir comme représentants, n'est-ce pas, de la société civile et qui sont là que pour biaiser, n'est-ce pas, toutes les discussions, toutes les décisions prises au sein de la CENI, étant donné que ces décisions-là sont prises à la majorité en simple des voix. Donc, il y a un dernier élément qui concerne, n'est-ce pas, la composition des conseils de quartier. À l'origine, lorsque la loi était en train d'être votée en 2017, l'UGDD et d'autres partis politiques se sont opposés, n'est-ce pas, d'abord à la composition de la nouvelle CENI-là et au fait que les quartiers, les districts devaient être politisés. À l'époque, nous avons dit qu'il n'était pas normal que les quartiers soient politisés. Oui. Et les conséquences, nous avons vécu nous tous, puisque le RPG a catégoriquement, le pouvoir en tout cas catégoriquement refusé d'appliquer la loi, n'est-ce pas, relative à la mise en place des conseils de quartier et des conseils de ville. Et donc, même si la Cour suprême avait tranché cela en faveur de l'URPG. Oui. Alors, M. Haba, justement, aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qu'on reproche de l'ancienne loi électorale, l'actuelle, s'il faut le dire? Non, vous savez, le pouvoir déjà a refusé catégoriquement d'appliquer certaines dispositions de cette loi électorale. Oui. Vous savez, depuis les élections, il y a 2 ans, jusqu'à présent, on n'a pas mis en place les conseils de quartier.
normalement, le parti qui vient en tête dans un quartier X devait être le président du conseil de quartier. Donc, le chef de quartier devait appartenir à ce groupe de partis politiques venus en tête au niveau de ce quartier. Oui. Mais déjà, le pouvoir a catégoriquement refusé d'appliquer cela. Le pouvoir, sachant que ce sont des maillons forts de la fraude électorale, le pouvoir voudrait avoir sous son contrôle, n'est-ce pas, tous les chefs de district et tous ces chefs de quartier-là. Donc, c'est un élément problématique. Et le deuxième élément, c'est ce que je vous ai dit. Compte tenu de l'enrôlement massif des mineurs, en tout cas, l'UGDD proposerait que la possibilité soit donnée, n'est-ce pas, à tous les représentants de partis politiques au sein des bureaux d'enrôlement, n'est-ce pas, d'électeurs, de façon à ce que l'enrôlement des mineurs soit freiné. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un mineur vienne présenter un certificat de résidence. Même si visiblement il a 11 ans, il a 10 ans, il suffit qu'il présente un certificat de résidence disant qu'il a 18 ans pour que les assesseurs et tous les observateurs de partis politiques soient obligés à l'enregistrer parce que tout simplement le chef de quartier qui a été nommé, n'est-ce pas, par les structures étatiques, n'est-ce pas, et qui naturellement ne fait que ce que ces structures étatiques-là disent. Il suffit que ceux-ci-là distribuent des certificats de résidence pour que les mineurs soient considérés comme des majeurs, comme des gens qui ont 18 ans et qui ont l'âge de voter. Je pense que c'est un problème majeur. Mais pour éviter tout ça, nous avons dit il y a longtemps et nous continuerons à le dire, il faut que notre État se mette au-dessus de la mêlée, fasse ce qu'on appelle un recensement global de la population. C'est-à-dire un recensement global biométrique de la population de toute la Guinée, ce qui permettra tout simplement d'extraire à partir de ce recensement global, n'est-ce pas, les gens qui ont l'âge d'aller voter. Et cela permettra d'éviter toutes ces supputations, toutes ces discussions inutiles autour du fichier et autour de notre fichier électoral. Oui. Et cela rendra plus ou moins crédible le fichier électoral et cela aboutira à des élections, n'est-ce pas, paisibles, puisque les élections dans nos pays sont source souvent de conflits. Oui. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi ce bisbille ou ce bruit. Le projet qui a été soumis au référendum est différent de celui qui a été promulgué par le président de la République le 14 avril 2020. Vous êtes président de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Qu'en pensez-vous aujourd'hui de ce projet, de ce projet et de la nouvelle constitution? Écoutez, c'est une question que je n'aime pas trop commenter, mais puisque vous me posez la question, oui. Il faut dire que tout document qui est falsifié, et ça je ne suis pas juriste, mais je suis passé par la faculté des droits, tout oui. Document qui est falsifié est normalement invalide. Oui. Tout document qui est falsifié est invalide. Si nous partons de ce postulat-là, oui. Si le peuple de Guinée, malgré qu'il n'y a pas eu vote, malgré que les élections en grande partie ont été empêchées et les procédures, n'est-ce pas, et le code électoral a été vraiment violé, on ne devrait même pas parler de nouvelle constitution. Mais à supposer qu'il y ait une nouvelle constitution et que le peuple de Guinée ait valablement voté une constitution X, si cette constitution X a été falsifiée et une constitution Y a été promulguée, je pense que la meilleure des choses serait de revenir à la constitution qui a été votée par le peuple de Guinée. Oui. Ou alors de reprendre, ou alors que la procédure de vote référendaire soit complètement reprise. Oui. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, au cas où, justement, la majorité présidentielle, je vais parler de la mouvance, le RPJ Cancer, parvenait à faire passer cette loi, quelles pourraient être, disons, les conséquences pour l'avenir de la Guinée? Non, notre pays, malheureusement, continuera à être à la queue des pays ouest-africains en matière de bonne gouvernance. Je pense que ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Ce que nous voulons pour notre pays, c'est que notre pays soit ambitieux, c'est que les élections soient organisées de façon transparente, c'est que les lois soient votées de façon transparente, de façon à ce que les investisseurs puissent venir dans notre pays avec confort, avec assurance. Mais malheureusement, si ce n'est pas ce qui est fait,
Vous allez voir que c'est la Guinée, les autres pays de la sous-région, les autres pays du monde entier vont se développer au profit de notre pays. Et nous allons continuer malheureusement dans cette misère-là. C'est pourquoi c'est un appel aux gouvernants. Il faut qu'on sorte de ces calculs politiciens, puisque de toutes les façons, si la Guinée se développe, c'est toutes les populations, tout le peuple de Guinée qui en bénéficie. Oui. Alors, Monsieur le Président, gardez la ligne. Nous allons vous proposer un petit reportage. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous. Le Front national pour la défense de la Constitution menace de reprendre les manifestations de rue. Une approche que ne partage pas Mamadou Badikoba, président du parti UFD, député à l'Assemblée nationale. Selon lui, cette décision du FNDC va à l'encontre de l'intérêt général de la population en cette période de crise sanitaire. La situation est tellement grave que normalement, dans un pays ordinaire où on se soucie d'abord de l'intérêt général, on doit tenir compte de ce contexte extraordinaire qui fait que nous n'aurions pas dû avoir d'autres préoccupations que de vaincre la maladie, mais chacun prend ses responsabilités et les assumera devant l'histoire également. Concernant la mise en garde de la CEDEAO à certains chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir au-delà de leur mandat constitutionnel, le président de l'Union des forces démocratiques affirme que la dictature est en train de gagner le terrain en Afrique. Eh bien, on ne peut pas anticiper ce que feront les uns et les autres. Vous savez que la dictature dure, pure et dure, est de retour en Afrique. On a déjà tourné la page de la fameuse conférence de la Baule pour les pays francophones. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Vous avez vu que le Bénin a tenu une élection complètement abracadabrante. Lorsqu'on observe ce qui s'est passé, une élection où tout se passe dans les médias et les réseaux sociaux, mais qu'importe, le dictateur oligarque Patrice Talon qui est là a décidé qu'il y aurait les élections. Donc quand ça les arrange, le coronavirus n'existe pas, il faut les élections. Et quand ça ne les arrange pas, eh bien, ils se servent du coronavirus pour faire le glissement. Il nous faut être vigilants. Cette nouvelle manifestation du FNDC prévue dans les prochains jours rentre dans le cadre de dénoncer l'arrestation arbitraire de certains de leurs membres à Conakry et en province. Une pratique jugée non salinge par les leaders du FNDC en cette période de pandémie Covid-19. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Francis Haba, président de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. M. Haba, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous suis. Vous avez suivi ce reportage concernant la reprise des manifestations sur l'ensemble du territoire national par le Front national pour la défense de la Constitution. Vous êtes président de l'UGDD. Quelle est votre réaction là-dessus? Vous savez que quand on est gouvernant, normalement, et comme j'ai entendu lors de votre reportage, c'est l'intérêt supérieur de la nation, n'est-ce pas, qui devait préoccuper nos gouvernants. Mais depuis les élections, les prétendues élections du 22 mars, et depuis que le FNDC a décidé, n'est-ce pas, de ne plus manifester et de mettre en priorité la lutte contre la pandémie de la Covid-19, et le pouvoir n'a cessé de harceler nos militants, le pouvoir n'a cessé de les kidnapper, le pouvoir n'a cessé même de les arrêter, de les déporter quelquefois en Guinée, dans le camp de Coronsoni et dans les maisons centrales, que ce soit Conakry ou alors Cancan. Je pense que c'est par rapport à tout ça. C'est par rapport à tout ça, on leur a dit qu'on en a marre et on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à croiser les bras et à les regarder faire. Et donc, c'est pour cela que nous avons demandé à nos militants de se remobiliser. Et nous sommes en train dans les secteurs, dans les quartiers, de les organiser de façon à ce que si cette pratique-là ne cesse pas, si le harcèlement des militants du FNDC ne cesse pas, il y a quelques jours, un militant de l'UFDG a été arrêté à Bambeto, malheureusement. Cela veut dire que nous serons obligés, en fait, c'est le pouvoir
qui ne veut pas qu'on lutte efficacement contre la COVID-19. C'est le pouvoir qui est en train de pousser le FNDC à manifester, à marcher et à reprendre. De toute façon, c'est un droit constitutionnel. Donc je pense que c'est une bonne chose que nous remobilisons nos militants pour une éventuelle manifestation. Oui. Alors, Monsieur le Président, désormais la Commission électorale nationale indépendante, je vais parler de la CENI, a désormais son président. Il s'agit de Cabinet Cissé qui promet l'organisation des élections présidentielles en 2020. En tant que président de l'UGDD, quelle lecture faites-vous? Vous savez, la CENI est une institution d'importance capitale. Puisque les élections, comme je le disais tantôt, l'organisation des élections sont souvent source de conflits. Et donc, si le président de la CENI, le nouveau président de la CENI, se démarque, n'est-ce pas, du pouvoir, si le nouveau président de la CENI applique uniquement, n'est-ce pas, la loi électorale et favorise l'organisation d'élections libres, inclusives et transparentes, je ne vois pas pourquoi il n'aura pas le soutien de l'UGDD. De toutes les façons, nous lui souhaitons bonne chance, puisque c'est un poste extrêmement stratégique et très difficile à manœuvrer. Oui. Alors, à votre avis, Monsieur le Président, au cas où justement où la mouvance présidentielle parvenait à faire passer cette loi, je veux dire par là qu'il parvenait à modifier cette loi électorale pour la faire adapter à la nouvelle constitution, quel pourrait être l'avenir politique de la Guinée? Et vous savez, ils sont sur le chemin de leur coup d'État constitutionnel. Ils veulent inféoder, ils veulent faire toutes les lois à l'image de ceux qu'ils voudraient faire notre État. Ils sont en train de tout inféoder. Et je pense qu'avant de modifier une telle loi importante qui implique, n'est-ce pas, toutes les composantes de la Guinée, ils devraient d'abord ouvrir un dialogue inclusif, un dialogue objectif, de façon à ce que et toutes les parties comprennent le pourquoi ils sont en train de vouloir modifier la loi. Mais si c'est une assemblée illégitime, illégale, qui modifie une loi organique, je pense qu'ils vont malheureusement façonner, n'est-ce pas, l'avenir de notre pays en fonction en tout cas en fonction de leur vouloir. Et malheureusement, c'est le pays qui va continuer à végéter dans la pauvreté, puisque aucun partenaire de développement sérieux ne continuera à envoyer des investissements, de gros investissements. Oui. Et donc, de toute façon, la balle est dans leur camp, mais en proposant, nous continuerons à tout faire pour ne pas que ces manœuvres-là continuent à être perpétrées dans notre pays. Oui. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi cette dernière sortie du chef de l'État chez nos confrères de Jeune Afrique où Alpha Condé, justement, a été interrogé concernant son éventuel troisième mandat. Il dit que c'est le RPG qui décide en tant que président de l'UGDD. Qu'en dites-vous de cette sortie du président guinéen? Ça me fait rigoler parce que depuis que je connais le RPG, c'est uniquement Alpha Condé qui en est le président. Oui. Et c'est Alpha Condé qui décide de ce qui doit être la liste électorale au sein du RPG. C'est Alpha Condé qui décide qui doit occuper telle ou telle fonction. Donc, je pense que c'est politiquement correct ce qu'il a dit. Mais la réalité est que il a lutté en tous ces morts, n'est-ce pas, tous ces assassinats, toutes ces intimidations pour imposer à la Guinée une nouvelle constitution. C'était uniquement pour qu'il continue à diriger le pays. Oui. Alors aujourd'hui, et à avoir la même mise sur nos ressources. Oui. Monsieur le Président, la dernière question aujourd'hui, quels sont, au cas où on vous demandait de nous faire des recommandations par rapport à cette nouvelle loi électorale, quelle allait vraiment être votre réponse là-dessus? Moi, je voudrais d'abord, au niveau de l'enrôlement, avant même la loi électorale, je voudrais un recensement biométrique global de la population afin de donner la possibilité à notre pays d'avoir un outil statistique digne du nom. Et à partir de là, le fichier électoral sera extrait. Parce que
le premier conflit, les premiers conflits dans nos pays, c'est le fichier électoral. À partir du moment où le fichier électoral reflète le corps électoral du pays, je pense que cela va apaiser énormément beaucoup de choses. C'est la première recommandation. Un recensement global biométrique à partir duquel le fichier électoral sera extrait. Maintenant, en attendant que cela soit fait, puisqu'il n'y a pas de volonté politique pour y arriver, je voudrais que la possibilité soit donnée aux représentants des partis politiques, aux observateurs, à tous les assesseurs au niveau des bureaux d'enrôlement, de s'opposer à l'enrôlement des mineurs. Puisque aujourd'hui, c'est le chef de quartier seul qui décide qui est mineur ou pas. C'est lui qui donne les certificats de résidence. C'est lui qui sait qui a 18 ans, qui ne l'a pas. Donc, il peut décider de faire enrôler des mineurs de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et donc, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est effectivement qu'on ait une CENI strictement politique. C'est-à-dire que la société civile soit exclue, n'est-ce pas, de la composition de la CENI. Oui. Et comme cela, nous aurons des représentants. Il y a 5 représentants de l'opposition, il y aura aussi 5 représentants de la mouvance et un représentant de l'administration du territoire. Je pense que cela va équilibrer les jeux et cela va éviter que des militants déguisés, des partis au pouvoir, soient envoyés comme commissaires à la CENI et pour essayer malheureusement de déséquilibrer les décisions qui vont y être prises. Oui. Et la dernière recommandation, c'est de faire en sorte que la CENI soit vraiment indépendante, de faire en sorte que la CENI ne soit pas forcément adossée au pouvoir public. Pas c'est le pouvoir public qui donne l'argent, c'est le pouvoir public qui gère tout ce qui est logistique. Et donc même si la CENI est prête, si la volonté politique n'est pas là, la CENI ne peut pas organiser de bonnes élections. Okay. Donc il faut que la loi électorale permette, n'est-ce pas, à la CENI d'avoir les moyens, indépendamment des sources de revenus votées à l'Assemblée, indépendamment de la volonté du pouvoir public. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, aimables téléspectateurs, comme vous l'avez compris, on avait comme invité M. Pépé Francis Saba, président de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, membre du Front national pour la défense de la Constitution. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.